J'ai publié à 18h. 18h30, elle like, elle me commente pas. 20h, elle m'envoie un message, elle me dit bon, t'es dispo quand pour un café. Je suis très fier pour cette nouvelle édition de recevoir David Voinson. Comment ça va? Comment ça va le David? Bah, en vrai, ça va parce que tu vois, toutes les galères, on peut se dire qu'on peut boire pour oublier ici, hein, clairement. Hein. Ouais, Tu je pense, peux boire pour oublier beaucoup de choses en fait là, parce qu'il y a vraiment clairement tellement de taille. C'est incroyable. David, bon anniversaire, c'est la première chose que je voulais te dire. Merci beaucoup. C'était son anniversaire lundi. N'hésitez pas les amis dans le chat à lui souhaiter un bon anniversaire. C'était lundi, mais ça marche encore. Ça marche ouais. toute la semaine normalement. Moi, c'est clairement toute la semaine. David, tu fais de la scène, t'es Ouais, humoriste. ouais. Ça t'est déjà arrivé, une galère technique, un micro qui pète, un mec qui pète un câble au milieu de la salle. Ouais, un trou de mémoire et tu te dis qu'est-ce que je fais? T'es en panique au bout de 2 minutes et Ça après tu arrive, te dis les bon, trous de on va mémoire trouver. Ouais, ça m'est arrivé il y a 2 semaines. 2 semaines à Lille. Je jouais jeudi, vendredi Paris. Ça se passe hyper bien. Ouais. Samedi, j'arrive à Lille. Je me dis bah j'ai pas besoin de répéter. J'ai joué jeudi, vendredi, ça s'est super bien passé. J'arrive au bout de 2 minutes. Trou de mémoire, Blanc. AVC dans ma tête. Je suis là, elles ont fait. Du coup, j'ai essayé de gérer et j'ai fait une impro sur le fait que j'ai oublié mon texte, mais en fait, c'était pas vraiment vrai. Donc Et t'as les été le gens- chercher? Non, non, pas du tout, pas du tout. J'ai ramé dans ma tête mentalement, tu vois. Et Et t'as pas et- une copie de texte qui traîne sur le bord de la scène? Non, c'est que dans les films où tu vois un truc où le mec il te souffle. T'imagines? Oui, s'il y c'est avait ça, il y a gars un au souffleur premier en rang. dessous, c'est. Premier rang, c'est la vanne là. Non, non, pas du tout. Et en fait, Je suis devenu indépendant. Ah oui, c'est ça, c'est ça. ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé heureusement. Et les gens à la fin m'ont dit mais putain, elle était bien l'impro sur le fait genre t'as pas oublié ton texte, mais en fait tu l'as oublié et tout. J'étais ouais, j'ai vraiment oublié le texte. Hein. Non, parce que pour reprendre de la base, David, il est né en Bourgogne. Ouais. Il a grandi dans le bassin d'Arcachon et il est venu faire sa vie à Paris. En gros, c'est Exactement. ça, la carrière à Paris. T'as Exactement. fini tes études à Paris ou t'as fini tes études au bassin d'Arcachon et une fois que t'as fini tes études, t'es venu t'installer à Paris. Ouais, j'ai eu mon bac à 15 ans sur le bassin d'Arcachon. Nickel. Pour ceux qui connaissent pas le bassin d'Arcachon, dune du Pilat, Tu 8 l'as vraiment eu à 15 ans? Pascal Obispo. Non, 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 non. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis con ou quoi? Mais non, non, je l'ai eu à 17 ans. Et après le bac, enfin moi j'avais déjà commencé la scène, donc mes parents ils ont tout de suite bien vu que les études ça allait pas servir à grand chose. Ouais. Ils m'ont dit de toute façon si tu vas à la fac, tu vas juste prendre de la thune et aller dans les comédie clubs à côté. J'ai fait ok, ça c'est sûr. Et donc du coup moi je suis parti à Paris assez rapidement. J'enchaînais les allers-retours Bordeaux-Paris. À l'époque c'était 3 heures, là c'est 2 heures, donc j'ai de la chance. Et, Merci la SNCF. Merci la SNCF, merci TGV Max surtout. Et voilà, maintenant j'habite à Paris, ça fait on va dire 3 ans. Avant j'étais en coloc, maintenant je suis dans un bon appart, je suis content, ça évolue comme je veux, même le spectacle et tout. Les débuts à Paris, c'est comment? Ouais, les c'est débuts dur. à Paris, c'était il y a, alors, c'était il y a vraiment 4 ans. Ouais, c'est ça. 9 mètres carrés, garçon au père, Très bien. 6e étage sans ascenseur, Parfait, toilette sur le on adore. palier. Un enfer, j'ai tenu 6 mois parce qu'en fait j'aimais pas les enfants et la petite je la voyais plus comme un loyer que comme une vraie enfant. C'est un enfer, hein. Je te jure que c'est un enfer. Je suis désolé, mais c'était sincère. J'ai tenu 6 mois, ils m'ont dit écoute, ça se passe pas bien du tout, on te laisse une semaine pour te retourner. Je savais pas ce que ça voulait dire. Donc toi, tu t'es retourné dans ton Ah, moi, lit. je leur ai dit, les gars, 9 mètres carrés, je me retourne très vite. Hein. Me laissez pas une semaine, laissez-moi 1 minute. Hein. Et en fait, je suis rentré chez mes parents. 2 semaines après, SNCF a lancé TGV Max. TGV Max, tu payes 80 € par mois, tu peux voyager autant que tu veux dans toute la France. Je me suis dit, c'est un signe. Et j'ai commencé les allers-retours. Il y a 2 ans, je me suis mis en coloc. Et aujourd'hui, j'habite seul. Donc c'est ça, les débuts à Paris, c'était difficile. Ouais. Ouais, c'était. Pour l'instant, c'est la pire période de ma vie. J'ai que 24 ans, donc j'ai le temps de me prendre encore des manches dans la gueule. Hein, mais, Ça va arriver. Oui, et plus vite que prévu. T'es connu pour faire de la scène, t'es aussi connu par Instagram. J'arrive pas à savoir si t'es plus connu pour la scène ou pour Instagram. T'as 220 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Une question de base, est-ce que tu gagnes mieux ta vie en étant Instagrammeur ou en étant humoriste? Honnêtement, les réseaux sociaux. Honnêtement, les réseaux sociaux, les gens, même quand ils me reconnaissent, là, souvent en boîte de nuit d'ailleurs, c'est un peu gênant parce que c'est pas le hey, c'est David Voinson, c'est vraiment le hey, TikTok. C'est vraiment ça, c'est vraiment la base. Je n'ai plus d'identité, je suis vraiment un mec des réseaux sociaux. Donc il y en a qui pensent que j'ai déjà fait les réseaux et ensuite je suis basculé tu vois, vers la scène, Ouais. ce qui est faux, mais en même temps c'est normal parce que quand tu as Ouais. une exposition comme ça, bah, les gens voient la facilité en mode bon Bien bah c'est sûr. surtout un mec des réseaux. J'ai commencé la scène quand j'avais 15 ans, donc ça va faire 8 ans maintenant. Donc ça fait un bail. Et les réseaux, moi, je les ai commencés en mode comment les gens peuvent venir me voir sur scène, comme une vitrine, en fait, tu vois. Ouais. Et donc les vidéos sont pour moi une vitrine pour que les gens ensuite se disent putain, ok, on veut voir ce que ça donne sur scène. Et c'est ce qui se passe pour l'instant à Paris. Voilà, depuis septembre, gros, on est complet depuis
depuis septembre, toutes les semaines. Donc, ouais, parce que tu joues toutes les semaines au Théâtre Béau Saint-Martin. Beau Saint-Martin qui est à côté de la Porte Saint-Martin. C'est pas très loin de la République. République, la place de la République, ouais, sur République. Et tu joues tous les jeudis, vendredis. Et bientôt le samedi soir aussi là-bas. Ouais, à partir du 20 janvier, jeudi, vendredi, samedi. Écoute, moi j'ai commencé il y a 3 ans quand je suis arrivé dans une salle de 90 personnes. Il y avait 14 personnes qui venaient me voir généralement. Donc moi je suis toujours étonné quand il y a des gens qui viennent et quand c'est complet. Et de là, de me dire, putain, on va rajouter un soir, jeudi, vendredi, samedi à 21h, ça va être incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir un peu péter, donc ça va être moins incroyable. Et je sais que je vais partir en after avec des gens dans le public, donc ça va être incroyable. C'est quoi la jauge du Beau Saint-Martin ? 70 personnes. C'est pas mal. 70 personnes, donc là on fait 140 par semaine, on va faire 3 x 7, 21, 210 personnes, j'espère. Il est bon en maths. C'est le maximum que je peux te donner. 210 personnes, imagine, j'espère. Je croise les doigts, je touche du bois à la rentrée, donc on verra. C'est intéressant ce que tu racontes, et il y a un truc que j'ai noté justement, c'était est-ce que il n'y a pas eu justement une évolution pour les jeunes humoristes sur les tremplins, notamment avec le confinement. En fait, les réseaux sont devenus le nouveau moyen d'expression des jeunes talents. C'est vrai ou pas ? En fait, tout dépend de l'exposition. Tu parles du Jamel Comedy Club, évidemment. Ça, c'était la première grosse exposition que les humoristes ont eue sur Canal+. Moi-même, tu vois, les Thomas Njigel, etc., les premières générations, c'était incroyable. Ensuite, c'était quoi l'exposition d'après ? C'était les Facebook, les YouTube, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ouais, mais Facebook et YouTube, c'était pas forcément créatif. C'était des captures du passage. Ouais, exactement. Donc, c'était finalement ce que tu avais fait sur scène. Alors que là, il y a une création quand tu fais tes vidéos sur Insta. Ben, en fait, c'est pas forcément des personnages que tu fais sur scène. En fait, ça dépend vraiment ce que tu veux publier, ce que tu veux mettre. Moi, avant de faire vraiment les vidéos comme je fais, la face cam, etc., je publiais des extraits de moi sur scène, mais j'étais très rarement content de ce que je pouvais donner, donc je ne publiais pas beaucoup. C'est normal. Et en fait, il n'y a pas vraiment de règles particulières. Tu vois, si tu prends un exemple, je sais pas si tu connais Paul Mirabel. Bien sûr. Paul Mirabel, il a explosé il y a quelques mois, mais c'était les passages de son spectacle. Le gars est très fort, il fait pas de vidéos comme moi, et c'est uniquement la scène qu'il a. Et Nagui. Ouais, alors ça, et puis il y a aussi McFly et Carlito. Enfin bref, il a un plan de carrière extraordinaire, défini. Tu vois, j'adore son plan de carrière. Moi, j'ai fait un autre plan de carrière avec les vidéos Instagram, TikTok, etc. C'est sûr que cette exposition, moi, elle m'aide de fou pour remplir la salle. Hein. Moi, je t'avoue que sans les réseaux sociaux, le Beau Saint-Martin où je joue là, je ferais 4-5 personnes. C'est une question que j'avais notée. Est-ce que tu penses que sans les réseaux sociaux, tu t'en serais où t'en es sur... C'est évident parce qu'à la fin, quand je sors de scène, je demande aux gens. Hein, et les gens sont là pour la plupart grâce à Instagram ou alors TikTok qui ont basculé sur Instagram, qui ensuite ont basculé. C'est fou. Imagine, tu dis putain, mais pourquoi tu payes pour venir me voir alors que tu peux me voir gratuitement ? Et c'est parce que c'est différent, parce que je fais absolument pas pareil sur scène, parce que j'ai envie de parler d'un truc un peu plus personnel. Les gens vont se reconnaître évidemment. Je parle de l'indépendance, je parle de quand t'es avec une meuf en voiture, parce que moi j'ai pas le permis, donc quand je monte avec une meuf en voiture, c'est un délire. Je suis pas un passager, je suis le porte-main de son sac à main, tu vois, je suis vraiment le support de son bordel là. Donc c'est vraiment tous les trucs qui m'arrivent actuellement, ce que je vais pas forcément en parler en vidéo, je préfère le dire sur scène. Mais c'est un parti pris que tu vois j'ai voulu. C'est risqué un peu de faire des vidéos et de se dire bah ça se trouve les gens ils vont consommer que gratuit, tu vois. En fait c'est marrant, t'as une double écriture. Sur Instagram t'as une écriture de sketch et de personnage, alors que sur scène t'as plutôt une écriture de la vie où tu racontes plus des situations de vie. Clairement en vidéo c'est en mode j'ai envie de faire un thème qui parle au plus grand nombre pour me dire comment les gens peuvent partager, identifier avec leurs amis. C'est très stand-up sur scène. Et sur Instagram, c'est plus fiction, quoi. Les réseaux sociaux, tu le sais aussi bien que moi, c'est de la consommation. Non, mais c'est de la consommation. Tu vois une vidéo, si le gars te fait pas rire au bout de 5 secondes, tu vas passer. Même moi, si je me voyais moi-même et que je me connaissais pas, je me dirais, bon, bah là, elle est pas fou, tu vois, on passe. Heureusement, maintenant, j'ai un truc un peu plus technique, mais les algorithmes font que on me voit plus souvent dans les pourtours en ce moment parce que j'ai plus de visibilité. Bref, la scène, c'est différent. Je t'avoue que les comedy clubs, j'en fais un peu moins en ce moment parce que j'ai un peu la prétention de me dire j'arrive quand même à remplir la salle sans ça. Maintenant, les comedy clubs sont incroyables. Si je devais vous en conseiller, si vous êtes à Paris, il y a déjà le Fridge, le comedy club de Kev Adams où je joue très souvent. J'adore cet endroit. Bordeaux, il y a le Gavé Style. Nantes, il y a plein de trucs à Nantes et j'en fais partout en France. Je t'avoue que j'adore bouger partout en France. Lille, le Spotlight, Montpellier, le Redline. Et j'adore être dans ce genre d'endroit. Pour travailler du texte, pour travailler les vannes. Pour travailler, parce que tu as un truc de rythme que tu n'as pas forcément sur les réseaux. Moi, je t'avoue que j'accélère ma voix sur les réseaux sociaux. Tu l'accélères.
toi-même tu parles plus vite ou tu l'accélères Non, au je montage? l'accélère au montage. Ok. Final cut, tu mets en 103, tu connais les bases. Enfin bref, j'accélère mon truc. Il y a des plans de cut. Sur scène, évidemment, je vais pas cutter, je vais pas accélérer ma voix. Donc les comedy clubs, ça me sert à avoir un rythme, à apprendre le rythme, à doser mes blagues, à me dire ok, à gérer mon impro aussi. Les impros, c'est très important. C'est pour ça que j'en fais de plus en plus dans le spectacle. Donc c'est très différent. C'est deux exercices très différents. Tout le monde va te dire c'est plus facile en province, c'est plus compliqué à Paris. En fait, ça dépend. Ça dépend. Disons qu'en province, ils n'ont pas forcément l'habitude des comédie clubs et des spectacles, donc ils sont plus à l'écoute, plus contents. Voilà, il y a vraiment des trucs où des fois tu te dis bon bah la vanne elle est beaucoup trop simple. Merci d'avoir rigolé, mais là c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles, etc. Donc Mais ils sont parce que contents. l'offre est différente. Ils sont contents, tu vois. Paris, il y a un vrai truc de. C'est rentré dans les codes. Paris, il y a des mecs qui font des comédie clubs une fois par semaine, c'est leur délire. Voilà, tout seul, en couple, avec des potes. C'est un délire, donc évidemment, t'as un jugement. Tu prends du temps à monter un contenu qui est consommé tellement rapidement que les gens se souviennent même plus qui l'a fait. Oui, c'est comme. Tu vois, c'est comme. À un moment donné, peut-être qu'il y a une vidéo qui va péter, peut-être que je vais exploser, je me le souhaite. Enfin bref, je travaille pour. Mais les gens vont se dire ah ouais, ok, donc là, lui, il a juste fait des vidéos, il est là depuis un Qui an. arrive Quoi. à Inès Reg. Ouais, alors que non, tu sais pas. Mais c'est le jeu. Tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils connaissent pas ton travail, ils sont pas là depuis les débuts. Les gens qui sont là depuis les débuts, c'est tes amis, c'est ta famille, c'est des gens qui te soutiennent depuis le début. Tu peux pas en vouloir de quelqu'un, il t'a vu qu'une fois, il te dit ah ouais, donc elle est pistonnée ou. C'est le jeu. C'est Inès Rey que je connais pas personnellement, mais je le suis à travers, enfin je la suis à travers les comédie clubs et tout. Elle est là depuis des années. Elle a fait les Bien comédie sûr. clubs, elle a fait le Jamel. Il y a une vidéo. Je t'avoue que même moi, j'ai vu la vidéo, je fais ouais, tant mieux pour elle. Hein. Mais évidemment, quand tu connais le travail derrière, tu dis bah bravo. Elle a travaillé, elle travaille, elle fait ses films, etc. Embauche-moi, Inès, en tant que figurant. Y a pas de C'est- souci, hein. Non, mais c'est une phrase qui est assez connue et que je trouve toujours très vraie. C'est de dire il m'a fallu 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps sur les stories à la une. Ouais, Si vous voulez regarder je l'ai sur vu. Instagram, story à la une. Ouais. Écoute, pour tout te dire, je jouais à Bordeaux. Je dormais chez mes parents, 5h du matin, insomnie, comme souvent chez mes parents. Je me lève et il y a une fille qui me plaît un peu en ce moment. Enfin bref, je l'ai jamais vue, mais elle me plaît. Son feed m'intéresse, son feed On est m'intrigue. sur un David célibataire, on est d'accord. Oui, sinon je suis. Bah non, sinon je n'irai pas, oh. Pas de stress. J'en suis pas à 8 tailles quand même. Bref, j'arrive sur son feed et c'est vraiment le feed cliché de la fille qui a que des voyages, que des. Pour ceux qui connaissent pas trop, sur Instagram, tu peux mettre des stories à la une, c'est-à-dire Ouais. les ronds où il y a plein de stories, plein de Oui. souvenirs. Elle, c'était vraiment genre Majorque, Nice, Dubaï, etc. Et je regarde ça, je fais mais c'est pas possible. Et je vais voir d'autres profils de filles et c'est exactement pareil. Et je lui ai envoyé un message, je lui dis bah écoute, tu m'as inspiré à 5h du mat, vas-y, si la vidéo te plaît, viens on va boire un café. Elle me dit ok deal. J'ai publié à 18h, 18h30 elle like, elle me commente pas. 20h elle m'envoie un message, elle me dit bon t'es dispo quand pour un café. Non. Voilà. Mais je vais pas te mentir, la plupart des vidéos relation garçon-fille, c'est parce qu'en fait quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment le mec timide qui faisait pas de vannes, La qui classique. fantasmait sur les filles qui étaient belles, surtout le bassin d'Arcachon, cheveux au vent, le sable dans Lyon, enfin bref, beauté quoi. Pascal Obispo. Voilà, bien si sûr. une meuf elle écoute Pascal Obispo, je vais pas la draguer. Hein. Mais si. Bon, je suis dans l'archéologie, mais bon, pas à ce moment-là. C'est pas marqué dans les livres, quoi. Mais bon. C'est ah bah non, ça Le sera plus pas marqué important dans à le vivre, c'est de vivre au jour le jour. Et le temps, c'est de l'amour. Exactement. Ah, j'adore. Pascal, on t'embrasse. Mais bref, en fait, ce genre de fiche, j'étais en mode, ok, je suis pas le mec le plus beau, je suis pas le mec le plus musclé, le mec le plus tendance. Comment elles peuvent s'intéresser à moi? Parce que je suis pas vraiment le mec à aller en boîte de nuit à draguer les gens. Donc je suis en mode, bah, si je peux faire rire, bah, vas-y. C'est pour ça que tu me verras jamais en boîte draguer des gens. À la base, il y avait la batterie. Pourquoi avoir quitté la musique pour l'humour? Écoute, depuis que je suis tout petit, mon père il est agent de sécurité dans un théâtre. Ouais, ça j'ai vu ça. Et en fait, Un moi, théâtre connu? L'Olympia d'Arcachon, c'est quand même 1000 places. Et moi, depuis que quand j'étais tout petit, j'allais le voir. Enfin, j'étais avec lui en coulisses. Et, Donc t'as vu tous les spectacles j'ai vu gratuits. du Jamel Debbouze, du Pascal Obispo, que des restas qui venaient. Et j'étais fasciné par ce milieu. J'étais en mode, putain, je veux faire ça. Je veux qu'il y ait des gens qui m'attendent pendant 2 heures alors que je prends une douche et je savais pas exactement quoi. Hein. Moi, j'ai commencé à la batterie quand j'avais l'âge de 4 ans, donc je me dis, je peux pas être une énorme star en jouant que de la batterie, tu vois. Donc, j'ai quand même fait, parce que j'adore la musique, donc j'étais dans un groupe de musique avec des potes, on a fait 1 an de concert, et en parallèle, l'humour m'a toujours plu. J'ai grandi avec des DVD, comme tu l'as dit avant, avec Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Pour toi public, que j'ai saigné Bien sûr, de de Franck Dubosc. Franck Dubosc, Ah mais ouais. j'adore ce gars. J'ai jamais rencontré, mais j'aimerais bien un jour, tu vois. Et je sais pas, après, quand j'étais adolescent, j'ai vu des Kev Adams, Baptiste Le Caplin qui étaient jeunes, qui arrivaient à parler de thèmes qui me correspondaient. J'ai dit, ouais, mais j'ai envie de me tenter cette aventure, tu vois.
Oui, parce Donc, que c'était un humour qui était plus jeune, qui était ouais. interprété par des humoristes plus jeunes et donc Ouais. qui forcément avait des thèmes abordés plus jeunes. Ouais, bah clairement, Kev Adams, je l'ai vu, The Youngman Show, la W9, je me souviens, je regardais la télé en haut, ma mère elle était en bas. Enfin bref, j'étais encore au lycée et ça me fascinait, tu vois, de me dire, attends, mais il arrive à faire ça, c'est trop bien. J'étais un poil, pas jaloux, mais en mode, je voulais ça, quoi. Je voulais aussi faire ça. Alors que j'étais pas drôle, hein. Je te jure que j'étais pas drôle, j'étais vraiment éclaté. J'ai pas dit le contraire. J'étais. Petit bâtard. Mais non, mais voilà, tu vois, c'était. Il me resserre en mode, allez, bois pour oublier. Donc écoute, c'est parti de là, et après ma première scène ouverte sur le bassin d'Arcachon, devant des gens de l'âge de tes grands-parents, arrière-grands-parents, qui m'ont soutenu, mes parents étaient là, ils étaient stressés, ça s'est hyper bien passé, et coup de chance, 2 mois après, Bordeaux a ouvert son premier comedy club, Ouais. c'était près de chez moi, j'y suis allé rapidement, je suis monté à Paris, je faisais des allers-retours avec des potes, avec mes parents pour jouer. Et puis, je sais pas pourquoi, mais dès la première scène, alors que je savais pas si j'étais drôle ou pas, hein, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse sérieusement, que ça devienne mon taf, que je gagne de l'argent avec, que j'évolue grâce à ça. On verra si ça marche. Ce spectacle que tu as là, les sketchs que tu joues sur l'apéro, là c'est le fait d'être célibataire, l'indépendance, l'argent, c'est un spectacle que tu travailles depuis combien de temps? Il y a des thèmes, je vais pas te mentir, il y a Est-ce des qu'il y en a vannes. qui étaient déjà joués au premier, Ah ouais, bien sûr. premier Comedy Il y a, Club? il y a des vannes, elles sont là depuis 5-6 ans. 7 ans, un truc comme ça, tu Parce vois. qu'une bonne vanne, c'est inépuisable. Ouais, bien sûr. Une vanne qui est intemporelle, tu peux l'utiliser. Ouais, bien sûr. Là, le spectacle évolue, hein. Le spectacle évolue. Je te dis pas que c'est 100% nouveau. Ceux qui sont venus en septembre, si vous revenez en mars, ça sera pas du 100% nouveau. Mais le spectacle évolue en même temps que moi j'évolue dans la vie, en même temps que, tu vois, je parle de l'indépendance. J'ai eu mon appart, les galères d'argent, les responsabilités. J'ai d'autres choses qui vont se passer. Tu vois, je parle de mon ex qui m'a fait changer de chien de la casse à T'es quel allemand. Il y a plein de trucs. J'ai découvert l'amour il y a pas longtemps, donc j'en parle sur scène. Il y a plein de choses qui évoluent, donc je me maintiens pas à tu vois, un texte bien défini. Est-ce que tu penses que c'est plus dur d'écrire quand on a 20, 22, 24 ans que quand on en a 30, 45, 50 ans? Est-ce que tu penses que le fait d'être plus vieux, on a plus d'expérience et donc on a plus de matière à écrire des choses? Ouais, les gens te diront ça, mais tu sais, peu importe l'âge que t'as des trucs à dire, hein. Moi, j'en doute pas. Sinon, je te recevrais pas aujourd'hui. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais je comprends ton point de vue. C'est sûr que quand t'as 30 ans, t'as beaucoup plus d'expérience et tu peux parler de plus de choses. Mais un thème en particulier, tu peux l'exploiter pendant 10, 15, 20 minutes. Je parle du tupperware que me laisse ma mère à chaque fois que je reviens de chez mes parents. Ce thème, tout le monde le connaît. Je vois dans la salle la ferveur des gens qui se disent j'ai faim. Tu m'as parlé de tupperware, j'ai la dalle. Je vois les parents qui se reconnaissent en mode putain, c'est vrai qu'on le fait en fait. Bah oui, bien sûr. Tu vois? Et ce thème-là, j'en parle peut-être de 2 minutes, de 3 minutes, mais tu peux l'étendre à 10, 15 minutes en parlant évidemment de quand tu pars de chez tes parents, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui te manque, etc. Est-ce que tu écris un long métrage, un court métrage? J'écris en ce moment un projet qui me tient fortement à cœur et je pense que ça peut parler à un plus grand nombre et c'est toujours mon envie, mon but quand j'écris quelque chose. Pas le fait de dire j'ai envie de plaire à tout le monde, hein. J'ai envie de parler à un plus grand nombre, c'est-à-dire quand même ça me tient personnellement ce que j'écris et je veux quand même que tout le monde s'y reconnaisse. J'ai vu que tu racontais dans une interview qu'avant de monter sur scène, un des rituels que tu avais, c'était de te rappeler des objectifs que tu avais. C'est quoi? Quels sont ces objectifs? Écoute, moi je le faisais surtout ça au début de quand je suis arrivé à Paris, tu vois, je te l'ai dit, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, 90 personnes, il y avait que 14 personnes dans la salle, donc des fois tu te dis mais à quoi ça sert en fait? Les comédie clubs, tu joues j'ai joué dans une pizzeria, un jour j'ai joué dans des chichas, dans des caves, dans un local cuisine, dans tout. En fait, c'est pour ça que tu te dis, rappelle-toi des objectifs. Donc, je me rappelais en mode, écoute, t'as envie de faire ça, t'aimes faire rire les gens, le spectacle dont t'es en train de parler, c'est l'indépendance, ça te tient à cœur. Il y a des trucs, vraiment, quand je le dis, je le pense sincèrement et j'ai envie que les gens me comprennent, tu vois. Quand je dis que c'est compliqué de vivre seul, tu vois, les responsabilités, les galères d'argent. C'est moi, à la base, c'était un truc assez personnel où je me dis, mais il n'y a que moi qui vis ça. Et en fait, quand tu le dis sur scène et quand les gens rigolent et des fois interagissent avec toi pendant le spectacle, et bah tu te dis ok, bon bah ça plaît à un plus grand nombre. Donc moi c'est des objectifs en mode il faut que je continue de faire ça parce que les gens payent pour me voir, les gens sont contents de venir me voir. Donc assure, déchire tout, crois en ce que tu dis et yallah. Et dans ta construction d'humoriste, est-ce que les premières parties que tu as faites, que ce soit avec François-Xavier de Maison, avec Kev Adams, Manu Payette, je crois qu'il y a Jarry aussi, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. de travailler avec des grands noms du spectacle, ça t'a construit aussi en tant qu'humoriste? Est-ce que quand tu faisais ta première partie,
déjà tu adaptais ton spectacle par rapport au public, Bien sûr. et ensuite tu regardais en coulisses pour voir ce que tu pouvais améliorer chez toi. Totalement, bah t'as tout compris. C'était ça. Déjà, c'était un objectif que je voulais réaliser. Je marche toujours aux objectifs, hein. J'ai des objectifs depuis le début. Il y avait un objectif de faire une émission de télé. Bah, j'ai fait Vendredi tout est permis il y a pas longtemps. Ouais, avec Arthur. Voilà, j'ai fait Rire et Chanson. C'est un objectif qu'un sketch passe à la télé, à la radio. À la radio, ouais. Et donc les premières parties, c'est un objectif. Tous ces gens là que t'as cités, c'est des gens que je regardais quand j'étais plus jeune, quand t'ont inspiré. actuellement, tu vois, Manu Payet, je regardais son premier spectacle où il jouait de la musique et tout, je fais ah. Donc quand je l'ai rencontré, Moi c'était j'étais fan fou. le premier spectacle. Ah, j'étais fou. Même le deuxième est cool, hein. Le deuxième est cool, mais le premier c'était incroyable. Le deuxième c'est Emmanuel. Ouais. Je l'ai vu 3 fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, il était dans un théâtre à côté. Ah oui, théâtre Ouais. de l'œuvre. Exactement. De François-Xavier de Maison. Exactement. Le théâtre de, ouais. Exactement. Et c'est vraiment des gens, tu vois, où je suis encore comme un gosse avec eux. Kev, j'ai grandi avec lui et c'est devenu alors un ami, c'est un grand mot, mais on se connaît, on s'envoie des messages et Bah, on peut le dire, en plus vous avez le même agent, enfin vous avez le même attaché de presse. Oui, voilà. Et je t'avoue que il le sait pas, mais des fois, tu vois, on parle normal, en mode pote, quoi. Et toi, Et tu moi, te je dis suis qu'est-ce toujours que en je fous là mode, ah putain, je suis avec Kev. Tu vois, je suis en mode comme ça, tu vois. Même Manu Payet, des fois, on a bouffé au resto après les premières parties, tu vois. Il me parlait normal, tu vois. J'étais là, ouais, c'est Manu Payet quand même. Tu sais, j'étais limite en mode, c'est Manu Payet. Comment ils vont les parents Branson? Ils vont bien. Et ils ont été inquiets, ils le sont plus. Ouais, non, ils le sont plus. Ils sentent l'évolution, ils ont un peu peur de voilà, tu vois, parce qu'ils voient que les réseaux sociaux, ça prend, et des fois, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de. Ils ont moins de coups de fil du banquier. Ils ont. Non, ça, ils ont pas. Mais écoute, ils vont bien, ils sont toujours sur le bassin d'Arcachon, tout se passe bien. Ils sont venus me voir à Bordeaux, ils étaient contents, donc. Ils ça te fait suivent plaisir. tout le temps, ils sont fans. Est-ce qu'ils. Ils soutiennent, ils me suivent sur les réseaux sociaux, ils m'envoient des DM sur Instagram. La carrière que tu vises et les objectifs que tu t'es fixés sont des objectifs qui sont hauts et qui demandent des sacrifices. Et est-ce que tu te dis que de te mettre en couple aujourd'hui, ça pourrait te priver des objectifs que tu t'es fixés? Écoute, la dernière relation, ça m'a fait comprendre que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour une histoire de confiance. Il se trouve que moi, avec les vidéos que je fais, il y a une audience assez féminine qui viennent me voir. On est vraiment, hier j'ai joué, on était sur une base de 5 mecs pour 65 filles. Okay. Donc évidemment, c'est compliqué à mettre en place. La confiance à ce moment-là, tu vois, donc parce qu'elle voit son mec sortir et prendre des photos avec tout le monde. Oui. Maintenant, c'est normal, c'est un métier. Ouais, oui, mais c'est compliqué. C'est un job en fait. C'est compliqué, c'est comme si ta copine, elle était influenceuse, mannequin, j'en sais rien, et tu la vois défiler, il y a que des mecs autour qui prennent des photos, tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est que des meufs qui commentent. Je peux comprendre hein, le point de vue qu'elle avait et qu'elles pourront avoir, je comprends totalement. Maintenant, je pars du principe que moi, si je me mets en couple, c'est que j'ai choisi la personne, j'ai pris le temps de la connaître, je la mets sur un piédestal, et toutes les autres, je les embrasse, hein, mais elles seront jamais à la hauteur. La semaine prochaine, on sera avec Emma Peters. Est-ce que tu connais Emma Peters? Je connais de nom, rappelle-moi ce qu'elle fait. Oh, on adore. Elle a Emma fait une Peters. reprise de Gisèle, qui est très connue. Bien sûr, mais je l'avais vu dans la boîte à questions il y a pas longtemps. Exactement, elle a fait la boîte à questions il y a pas longtemps. C'est elle. J'adore. Elle a fait quand même 16 millions sur ce track. Faut que tu laisses du pain à qui Emma est pas Peters énorme. ou c'est bon là? J'adore. C'est génial. C'est un peu les bandes son que tu laisses en soirée. C'est Et génial. t'es posé après, tu sais. Mais tu sais, on dirait une fin de film. Ouais, exactement. Ça donne des idées. Attends, mais elle est vraiment dans les compiles que j'écoute tout le temps en plus. Ah ouais. Bon, je suis là, c'est trop. Hein. Si tu vois un mec débouler avec une taille de rouge. Merci à Clément, le chef, Mathilde, la manageuse, Adrien et François, les deux propriétaires du restaurant. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, et lundi dès 21h sur Énergie. Sur énergie. Évidemment. Salut les amis, bonne fin de soirée, à plus. Bye.